Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bienvenue sur ce numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. Jusque-là, sa parole était rare, mais depuis un moment, on l'entend de plus en plus et nous avons accepté de le recevoir sur le plateau de l'Entretien du Dimanche pour aborder un certain nombre de sujets. Nous avons retenu deux sujets essentiellement, la délocalisation du marché Tokba et aussi, en quelques minutes, nous aborderons la question de la médiation des deux anciens chefs d'État béninois sur la crise avec le Niger. Voilà un peu le menu de cette émission que nous vous proposons ce dimanche. Notre invité s'appelle Gaston Zossou, il est directeur général de la Loterie nationale du Bénin, il est un acteur politique. C'est avec lui que nous allons faire ces 52 prochaines minutes. Je vous demande de rester à l'écoute pour suivre justement cette émission. Monsieur Gaston Zossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous recevoir ici, chez vous, pour aborder quelques sujets de l'actualité. Merci d'être venu. Alors, je le disais en introduction, votre parole était rare jusqu'à présent. Depuis bientôt 8 ans, on vous entendait à peine. Mais depuis quelques semaines, on vous entend de plus en plus. Qu'est-ce qui vous fait courir concrètement? Merci beaucoup. Monsieur Zossou. Je ne cours pas, j'ai juste retrouvé mes marques. Vous avez retrouvé vos marques? Bien sûr. Et j'éprouve le besoin de m'exprimer. C'est un besoin quasi irrépressible. Vous les aviez perdus à l'époque, vos marques? Non, je m'occupais d'autre chose. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus libre? Oui, j'arbitre. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de l'action, le temps de la construction, et peut-être bien le temps de parler, de s'exprimer et de marquer son territoire en idées, en arguments. Est-ce que ce n'est pas la fin presque du deuxième mandat du président Patrice Talon qui vous amène à parler aujourd'hui parce que là, vous êtes beaucoup plus relax? Non, ce ne sont pas mes repères à moi. Non. Les élections de toute nature ne sont pas mes repères. Pour moi, la vie c'est la quête du bien et la protection des acquis qui me motive. D'accord. Alors nous sommes venus vers vous, Monsieur Zossou, justement parce que nous nous sommes intéressés à votre position sur la délocalisation du marché Tokba. Cette actualité fait mouche, on en parle de plus en plus, chacun a sa position là-dessus. Mais quelle est votre position concrètement, vous, Monsieur Zossou Gaston? Merci beaucoup. Je vais essayer autant que possible d'être pratique, d'être technique. Nous allons vous suivre. Et objectif. Quand j'étais au cours primaire en classe de CE1, les maîtres m'ont enseigné que mon pays, ma patrie, le Dahomey, a une population de 2 500 000 pour une superficie de 112 600 km². Quand je me réfère à ce même chiffre aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a un qui n'a pas bougé, la superficie du pays, le contenant territorial, et que le second a connu une poussée de quasiment 500%. La population, vous voulez dire? Très bien. Il est difficile de ne pas convoquer à l'analyse la problématique du contenant statique et du contenu, ce qu'on va y mettre, qui, lui, ne cesse de croître, Il se pourrait bien que cet état de choses ait sa réplique exacte à Gantopa, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans, c'était la même superficie, une vingtaine d'hectares, et peut-être qu'il y avait 1000, 1500, 2000 marchands et marchandes. Mais qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 5 fois plus, peut-être 10 fois plus. C'est le premier élément. On parle de 30 000 commerçants à peu près. J'évoque la question de la pression démographique, c'est-à-dire de la surpopulation en un lieu, de la pression démographique sur une même superficie. Et je me permets d'attirer l'attention sur la nature de ce lieu géographique. C'est un estuaire. C'est l'endroit où le fleuve se jette dans la mer, où l'eau douce du fleuve se jette dans la mer salée. Cela constitue des phénomènes particuliers sur l'atmosphère et sur l'écosystème. Élément suivant. Il n'y a pas de concentration d'hommes, de population, sans production de déchets. Déchets de toute nature, déchets corporels et déchets d'usage. L'élément qui suit, il n'y a pas de concentration démographique sans une tendance à imperméabiliser le sol, c'est-à-dire à mettre du carreau, à mettre du ciment ou des revêtements de toute nature, toute chose qui ralentit ou arrête net l'infiltration de l'eau de pluie.
risque d'inondation, doublé par l'estuaire. À tout moment, une marée haute peut faire marche arrière à l'eau du fleuve et gonfler l'eau là, où on pourrait avoir des centaines de milliers de personnes en même temps. J'ai parlé de production de déchets, facteur de pollution, pollution sur la faune aquatique, et puis risque général, hein? Risque morbide, maladie, épidémie. Toujours en ayant bien à l'esprit qu'un même contenant est en train d'être rempli de façon constante et que pour ceux dont je peux rendre témoignage et qui peut être un rapport à mon temps de vie à moi-même, on est passé de 2,5 population à 12 et le même contenant. Alors, il est parfois efficace, ou me semble-t-il utile ou de bonne pédagogie, quand les personnes parlent d'attirer leur attention sur leur propre comportement. Quand on regarde des personnes qui aujourd'hui ont quelques réussites et qui ont entre 40 ans et 50 ans, où habitez-vous? Où est votre maison, déjà construite ou en construction? Alors que vous avez vécu à Cotonou tout le temps, on va vous dire, voilà, je suis à Calavi, je suis à Kassato, je suis à Glodjibé. Alors, si les hommes, les individus que nous sommes, qui pensent, éprouvent le besoin de se décongestionner, c'est-à-dire de se déplacer des zones de haute pression démographique vers les zones de basse pression démographique, il est normal que l'État, qui est chargé de l'orchestration générale, réfléchisse aux mêmes besoins de décongestionner. C'est exactement ce que nous faisons tous les jours nous-mêmes, que l'État est en train de faire. Et pourquoi il est en train de le faire? Il est en train de le faire parce qu'il y a deux catégories de personnes qui se mêlent de politique. Il y a les politiciens, je n'ose pas dire, et puis il y a les hommes d'État. Expliquez-nous ce que c'est. Qu'est-ce que vous appelez politicien? Qu'est-ce que vous appelez homme d'État? Le politicien, en gouvernant, en prenant des décisions, il a à l'esprit la prochaine élection. D'accord. L'homme d'État a en esprit, quand il gouverne, la prochaine génération. Lui, seul est capable de projection. Vous voulez dire que ceux qui ont pris cette décision-là ne sont pas préoccupés par les élections, c'est ça? Est-ce que ça ne leur tient pas à cœur quelque part? J'aimerais humblement laisser chacun tirer ses conclusions. Mais je dis simplement que la capacité de voir loin n'est pas d'aller à tout le monde. Et les personnes consciencieuses qui voient loin ne craignent pas de chercher les solutions qui sont nécessaires pour régler les problèmes de demain dès aujourd'hui et à négocier avec la communauté les différents virages. Il y a donc une différence, de mon point de vue, entre une personne qui se dit que diront les populations, que dira la foule, et ceux qui se disent que sera demain. Oui, mais on décide aussi dans l'intérêt des populations, M. Zossou. Si une décision va à l'encontre des intérêts publics, que fait-on en ce moment? Est-ce que vous parlez exclusivement des intérêts immédiats, illusoires des populations? Ou est-ce que vous parlez des intérêts des populations, mais aussi des générations? Je parle des intérêts des populations, mais aussi des générations, les deux à la fois. Très bien. Alors, parlons des intérêts immédiats des populations. J'ai parlé des risques de pollution. J'ai parlé des risques d'inondation. Je n'ai pas encore évoqué la question de l'incendie, des départs de feu. Il y en a eu un grand nombre sur notre part au cours de ces dernières années. Est-ce que nous devons chaque fois, quand il y a de tels drames, recommencer la même chose? À l'effet de la grimace, et servir des larmes galvaudées, des larmes de communication aux populations sans retourner. Le rendez-vous est pris pour la prochaine catastrophe. Est-ce que c'est le bon mode opératoire? Est-ce que c'est ça le vrai chef? Non. Mais les incendies, on peut les retrouver partout. Ça peut venir même là où on va implanter le nouveau marché et puis avoir des incendies. Absolument. Mais si en un lieu, il y a un détecteur de fumée, qui a une bouche d'eau et qui a l'accès pour le travail des sapeurs-pompiers, c'est mieux que quand il n'y en a pas. Il y a quelques semaines, j'étais à Bobalou pour acheter des rouleaux de tissu pour faire
des draps de lit. Et j'ai regardé pendant un temps d'attente, je dirais, le stock de la marchande. J'ai regardé sur une hauteur de 2 mètres et plus des piles de basin, des piles de lace, des piles de textiles de toute nature. Sans être particulièrement pessimiste, je me suis dit, mais s'il y avait ici un départ de feu, aucun engin de sapeur-pompier ne pouvait se rapprocher de 200 mètres des lieux. Tellement c'était encombré, tout le monde le sait. Pourquoi on n'anticipe pas? Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'incendie. Mais moi, je dis qu'il y a des moyens pour réagir quand il y a un incendie. Sur un bâtiment, il y a des précautions, il y a les issues de secours. Pourquoi on en veut pour soi, on n'en veut pas pour les humbles? Pourquoi, sur ce bâtiment où nous sommes, il y a des issues de secours, il y a des équipements pour attaquer les incendies immédiatement à la racine du feu? Et pourquoi on n'en veut pas pour les dames du marché? Pourquoi les dirigeants ont ces garanties-là et ont quelques malaises quand on les propose à la communauté? Pourquoi tous ces intellectuels qui ont animé les bourrahas, les hurlements, les incantations de ces derniers jours sur la délocalisation du marché d'Atapa ne comprennent pas que ce qui est bien pour eux est bien pour les autres? C'est là la question. Mes raisons, mes arguments, je les veux pratiques, je les veux techniques. Voilà, technique. Je dis, il s'agit d'estuaires, écologie fragile, risque d'incendie, risque d'infestation, risque de pollution, et je dis aussi risque de départ de feu pour un endroit qui n'est pas libre de circulation. Alors ceux qui animent les brouhaha, comme vous le dites, M. Zossou, pensent qu'on peut moderniser quand même le marché, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions à tous les problèmes que vous posez. Il y a une problématique purement mécanique. Est-ce que je peux mettre 30 litres d'eau, 40 litres d'eau, 80 litres d'eau dans une damiane de 20 litres? C'est mécanique, tout court. À moins qu'on nous dise qu'on voudrait bâtir des gratte-ciel à Tatopa. Et quand on va bâtir les gratte-ciel, la quantité de déchets sera toujours la même. La pression démographique sur la nature sera la même. Parlons-nous simplement et clairement. Et ce sont de... Voilà. Certains pensent qu'on peut même installer des industries là pour transformer les déchets plutôt que de déplacer le marché. Ça fait partie aussi de la modernisation. Je parle d'une question de capacité à contenir l'activité humaine dans ce qu'elle a de vivant, d'envahissant. On ne peut pas, sur cette superficie, de façon continue, de façon indéfinie, mettre du poids démographique sans s'arrêter. Et nous-mêmes, dans nos vies personnelles, nous ne nous comportons pas ainsi. Nous-mêmes, on monte. On monte vers le nord, on descend vers Porto-Novo. Les personnes, les cadres, les personnes de réussite moyenne aujourd'hui ne construisent pas à Kadiamou, à Bégamin, leur maison. On sort. Pourquoi on sort? Et on ne conçoit pas que l'État qui est responsable nous fasse sortir les groupes. Voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que de façon intelligente, avec expertise, on regarde le marché d'Antapa, dans sa structure, dans la nature des articles qui y sont vendus, en rapport avec le profil des personnes qui s'y rendent. Et on verra qu'il y a un marché de gros, de très gros. On délocalise le gros vers Akasato. Il y a déjà des infrastructures. Gros alimentaire, surtout. On délocalise les denrées nobles, ce qui est appelé ainsi le textile, les cosmétiques, les bijoux, la mercerie, sur la ceinture du stade de Mathieu Kéréko en construction aussi, avec le nombre de restaurants qu'il faut pour maintenir la vie et l'animation là. Et il y aura aussi une activité marchande sur le lieu physique de Tatopa, mais qui sera conforme avec la superficie et la nécessité d'interagir avec l'eau. Parce que c'est un élément majeur. L'eau n'est pas statique, l'eau bouge, l'eau peut enfler. Et puis enfler tout lentement, et on voit, on a le temps de déguerpir, mais elle peut aussi enfler de façon brute et faire beaucoup de dégâts, nous le savons. Ça se passe autour de nous, et par une candeur, mais qui dans le fond est une démagogie politique, on ne peut pas concevoir que la même chose pourrait arriver.
il suffirait d'une marée haute pour que l'eau du fleuve fasse marche arrière. Aujourd'hui, quand on se rend compte que l'eau du fleuve, qui est supposée être de l'eau douce, est un peu salée, c'est qu'il y a du retour de l'eau de mer. De mer, ouais. Ça peut être un peu plus fort, et puis on est inondé. Pour vous, à cause de toutes ces raisons techniques que vous évoquez, il faut raser le marché d'Antapá. Alors, je vous laisse le mot raser. Non, en fait, c'est ce qu'on constate, parce que, bon, pour être gentil, on parle de délocalisation, mais en fait, le marché va être rasé. Tout doux. Oui. Je vous laisse le mot raser, parce que je sais quelle connotation cela a. Je ne l'ai pas utilisé. Alors, quel mot vous utilisez alors? Je dis délocalisation, je dis décongestionner, je dis se donner de l'espace de vie. Donc le marché disparaît. Le marché disparaît tout de même. Le physique ne disparaîtra pas, vous le savez. Oui, mais le marché disparaît. Mais non, le marché ne disparaît les choses pas. telles qu'elles sont. Oui, allez-y. Le marché ne disparaît pas, il y aura de l'activité marchande là. Mais ça ne va pas déranger tout à l'heure quand j'ai dit que le gros se ferait à Kassato et que le commerce des articles dits nobles se ferait sur la ceinture du stade Général Mathieu Kérékou. Mais justement, ça dérange. Pourquoi vous en déduisez? Non, ça dérange ceux qui défendent la thèse, justement, de la délocalisation du marché. Ils disent, et ça je le répète, ils disent simplement qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller à Calavi, c'est difficile d'aller à Kassato, parce qu'il n'y a que le pont de Ouadounou qu'on peut pratiquer. Alors, quand on déplace ce marché de gros à Calavi ou à Kassato, comment est-ce que les gens peuvent y accéder alors qu'on n'a pas les infrastructures routières pour y aller? En fait, ils donnent des raisons pour ça. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment des raisons. Alors, moi, je dirais que si on sort rien que le marché de gros de l'intérieur de Cotonou, du centre de Cotonou, et qu'on le met en périphérie, un grand nombre de camions, des titans, des 6 roues, des 10 roues, peut-être des milliers de machines qui entrent tous les jours, vont rester en périphérie. Et que la circulation de Cotonou vers Calavi sera facilitée. Il s'agit de prendre le temps de la réflexion. Quand on sortira le gros, le vrai gros de Cotonou, Cotonou sera décongestionné. Et vous le verrez dès le lendemain en circulant. C'est de ça qu'il est question. Il est question de savoir si nous achevons la réflexion avant de commencer à émettre des critiques. Non seulement il faut faire de la réflexion, mais il faut faire de la réflexion à partir de matériaux, d'informations techniques, d'informations précises. Permettez, je me suis permis de l'utiliser comme repère. Allez-y. Il y a 60 ans, moi j'étais enfant, on m'a dit 2 500 000 habitants pour mon pays. Ouais. Superficie 112 600 km². Je peux me permettre de dire, mais hey, qu'est-ce qu'il en sera pour mon petit-fils dans 60 ans? Si moi je suis parti de 2 500 à 12, peut-être bien que lui passerait de 12 à 40 millions d'habitants pour notre pays. Il faut faire quelque chose. Je vais dire une chose qui pourrait paraître légère. Même le vent qui souffle, c'est le déplacement de l'air des zones de basse pression. Pardon, c'est le déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Même la nature obéit à ses règles. La règle de rééquilibrer. On est simplement en train de rééquilibrer avec intelligence. En faisant beaucoup d'efforts d'investissement, beaucoup d'efforts d'assainissement pour y parvenir. Moi, je trouve complètement étrange que l'on ronchonne contre le bien, que l'on ronchonne contre notre capacité à anticiper et à agir efficacement. Je suis complètement surpris par certaines prises de position. Pourquoi on ne descend pas dans le dossier? Qui ne sait pas que c'est un estuaire? Qui ne sait pas que c'est une embouchure? Qui ne sait pas que c'est inondé? Tout le monde est d'accord. Qui ne sait pas que c'est pourri? Qui ne sait pas que c'est pourri? Qui ne sait pas que c'est malodorant? Tout le monde est d'accord. Vous pensez que les grandes quantités de denrées alimentaires, maïs, farine de blé, riz, tous les traitements insecticides qu'il faut, la fumigation constante, ce n'est pas compatible avec la vie humaine. Mais on le fait de façon irresponsable. Vous savez que toute la ceinture urbaine autour de Ntapá, c'est un gigantesque magasin de gros, et que c'est malsain
et que ce n'est pas ça l'efficacité. Monsieur Dossou, c'est un marché séculaire, comme à Sigamé, comme au Sénégal, comme dans d'autres régions. Il y a des gens qui sont conservateurs par rapport à ce genre d'infrastructure. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont conservateurs. C'est donc un trait de caractère. Ça relève de leur psychologie. Alors, les psychologies individuelles ne sont pas invitées quand il s'agit de traiter des questions communautaires de survie et d'efficacité collective. Alors, si c'est la tendresse, si c'est le concept de patrimoine à préserver coûte que coûte qui est là évoqué au débat, je dirais ceci. Un patrimoine, c'est une chose, un élément matériel ou immatériel qui a une charge émotive majeure partagée. Une charge émotive majeure partagée. Pas individuelle, c'est ça? Bien sûr que si il y a une termitière, moi, dans ma maison, je ne dirais pas que c'est un patrimoine que j'imposerai à la communauté. Je dis une chose de toute nature, patrimoine matériel, immatériel, ayant une charge émotive importante et partagée. Et puis, un patrimoine a aussi une parure esthétique avérée, qui pourrait être aussi partagée ou pas partagée, encore que les bruits de colonne ne discutent pas. Alors, parlons de la charge émotive, de la valeur patrimoniale, qui serait partagée. Alors, moi, je voudrais poser une question directe. À qui, à moi ou à ceux qui défendent leur position? À ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Qui d'entre nous, c'est une question, hein, je n'ai pas la réponse. Qui d'entre nous s'est déjà dit, en famille, les enfants aujourd'hui, on s'habille, on va regarder d'autre part pour notre attachement, d'autre part pour sa beauté, pour la valeur patrimoniale que d'autre part pour nous. Comme on pourrait aller voir un beau spectacle de Zinli, ou de Teké, ou comme on irait voir l'Amazon. Vous voulez dire qu'il n'y a rien de beau à Tamba, c'est ça? En fait, on vous suit. Monsieur Amalo, vous faites vos déductions. Moi, je continue à faire mon exposé comme je peux avec... je vous laisse y aller alors. Mes minables moyens, mais je continue ma réflexion. Quand vous dites que c'est patrimonial, ça veut dire que ça a une charge affective pour vous. Si moi, je vais vous demander à vous, si c'est vrai que ça a une charge affective pour vous, je vous demanderai si vous avez déjà accompagné de la famille là-bas pour regarder. Attention, si vous y allez pour faire des achats, je dirais que c'est utilitaire. Si vous y allez pour vendre votre camion d'oignons, je dirais que c'est utilitaire et que c'est commercial et que c'est même une nécessité pour vous. Si vous y allez pour faire de gros chiffres en matière de bijouterie, je dirais que le mobile est le lucre. Mais si vous y allez avec la famille, avec votre fiancé, pour la contemplation, pour vous ressourcer, je dirais que c'est patrimonial. Alors qu'on ne nous trompe pas. Si on n'y est jamais allé pour des raisons d'utilité personnelle, si on n'y est jamais allé pour regarder pour regarder, si moi je vais voir un spectacle de Egungun, c'est pour la beauté. Si je vais voir des Zinli ou des pays Batonou ou les chevaux de Niki, c'est pour la beauté. Si je vais voir les chutes de l'Atakora, c'est pour la beauté. Mais si je vais pour acheter quelque chose que je vais acheter au marché, je pose un acte commercial. Ça, c'est le mot économicus qui agit. Ne dites pas que pour ça, c'est patrimonial. Non. C'est pas parce qu'une chose a duré dans le temps que c'est patrimonial. Ceci dit, ce n'est pas le plus important. On peut s'intéresser aussi à l'architecture du bâtiment central du marché d'Antapa. Ça peut être un vestige du passé qu'on garde et qu'on... Je vais devoir m'efforcer d'être respectueux. Quand vous êtes sur le pont Martin Luther King et que vous regardez d'Antapa, alors vous avez le souffle coupé parce que c'est beau. Les feuilles de tôle saccagées comme un damier, brisé par un mauvais perdant.
C'est un élément de beauté, vraiment à vos yeux. C'est un marché. Pourrait défendre ça. C'est un marché. C'est un marché, je dis, c'est utilitaire. Et en regardant cela comme une chose utilitaire, et si ça devient un abcès démographique, on incise, on s'organise, on cicatrise, on se soigne. On bâtit pour le futur. Et je dis que si quelqu'un est convaincu que c'est un élément patrimonial, avec une charge affective, avec une charge émotive, un ciment sentimental, comme pourrait être la Tour Eiffel pour les uns, comme pourrait être la Statue de la Liberté pour les autres, comme pourrait être le Colisée pour d'autres encore, ou tout simplement les tests de Voltaire, on irait vers ça sans cause, sans motivation, sans cause, sans intention. On irait pour la contemplation, pour se rassurer de son sentiment d'appartenance, pour s'orgueillir de ce que l'on est. Est-ce qu'on a ce sentiment-là? À d'autre part, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes, des jeunes gens qui sont aux prises avec des sacs de riz de 100 kilos sur leur dos. Il y a des petites filles qui ont de petites quantités d'eau et ça circule de longs kilomètres dans la puanteur pour vendre de l'eau et survivre. Tout ça, c'est le marché. C'est le marché, mais je ne voudrais pas que nous idéalisons, que nous fassions de la poésie lointaine sur la souffrance des autres. Je ne voudrais pas que nos intellectuels poétisent sur la souffrance et la misère des autres. Quelle est la poésie qu'on fait quand il y a des mauvaises odeurs? Quelle est la poésie qu'on fait quand les dames vont marcher avec leur vase de nuit et font dedans du matin au soir et ne jettent que le soir en rentrant à la maison? Quelle poésie on fait? On dit j'aime mais je n'y vais pas. Aujourd'hui on nous reproche de vouloir exécuter sa fiancée, mais dans le fond vous n'aviez jamais fait visite à la fiancée pour des raisons d'amour. Il y a des marchés qui répondent à nos réalités sociologiques. Vous savez, on n'est pas habitué à des je ne marchés. dis pas non, on ne s'est pas jeté de façon négative avec un esprit de destruction sur aucun marché. On modernise les marchés. C'est vrai, ce qui est au cœur de notre débat, c'est d'autre part, Oui. mais les marchés modernes, les nouvelles infrastructures de Cotonou, il faut les regarder. Il faut regarder. Le seul qui a été ouvert à ma connaissance à ce jour, celui de Kadiaon, j'ai une 50aine d'étals. Je l'ai visité personnellement. J'ai regardé les personnes, j'ai regardé les acteurs. J'ai demandé à voir les toilettes. Il n'y avait pas un brin de mauvaise odeur. J'ai rêvé de ce que nous aurons la capacité de maintenir ça sur le long terme. Mais celui de Natitengou, si ma mémoire est bonne, c'est 5000 places. Celui sur la route de Porto Novo, en allant vers Sekangi, sur la droite, qui est dédiée à la friperie, c'est près de 2000 places, si ma mémoire est bonne. Celui de Bégamin, c'est quelques milliers de places. C'est de ça qu'il s'agit. Des marchés spécialisés. Non, attention, moi j'ai tout vu. J'ai vu les enlais alimentaires, j'ai vu aussi des sacs. Pour des gens qui n'ont pas d'étal, des gens qui peuvent vendre comme on aurait vendu au marché, comme tout le monde. Je n'ai pas bien compris. Ben, ici, dans la sociologie béninoise, avec les marchés que nous avons dans nos réalités, il y a des gens qui sont dans le marché, qui gagnent leur vie sans avoir forcément d'étalage. Ils circulent, ils n'ont pas d'emplacement fixe, mais ils font partie de l'économie du marché et gagnent leur vie. Je n'ai absolument rien contre. Oui. Je n'ai absolument rien contre. Si demain, parmi les dames qui sont installées en ce même lieu, les pratiques qui consistent à circuler pour proposer ces marchandises étaient maintenues, personnellement, je n'aurais rien contre. Mais qu'on ne me dise pas qu'il y a un problème à avoir des latrines entretenues dans un marché. Qu'on ne dise pas qu'il y a un problème si le sol est bien cimenté et que les toilettes sont entretenues. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des détecteurs de fumée pour nous prévenir des incendies. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des extincteurs à l'intérieur du marché. Ça ne me dérange pas que l'on voit clair dans un marché. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'on devrait plutôt se demander, hélas, pour les personnes de ma génération qui ont été impliquées dans le passé, que faisions-nous? Que faisions-nous? Je vous pose la question. J'avoue la limite de notre action. Vous avez certainement compris ça. Je dis, quand on voit aujourd'hui, dans ce pays, de nombreux chantiers qui sont conduits de façon concomitante, c'est-à-dire, on ne fait pas l'un avant de se rabattre sur l'autre, on en fait plusieurs à la fois. En même temps qu'on fait des routes, on fait des stades omnisports, on fait des marchés, on fait des hôpitaux,
on fait Glodibé, moi je préfère me demander nom de Dieu. Et si on s'y était mis 20 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt, on serait bien plus loin aujourd'hui. C'est pas grave, ne pleurons pas sur la tasse de lait déjà versée au sol. Regardons le futur, regardons le futur. À partir de maintenant là, on fait quoi? On préserve les acquis. On préserve les acquis coûte que coûte. Et on cesse de ronchonner contre l'effort. Et on cesse de maudire l'effort. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'il y a à dire qu'il faut faire de l'aide? N'est-ce pas que nous sommes tous à Cotonou? Vous avez le temps de m'écouter? Bien sûr, je vous suis. Parfaitement, je vous laisse parler d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y a quelques semaines, j'étais avec un conducteur professionnel dans cette ville. Un conducteur professionnel exerçant dans cette ville. Je me retrouve sur une route qui ne cesse pas, parfaitement asphaltée, nettoyée. Il n'y avait pas un grain de sable, moins encore de mauvaises herbes. Je dis ces choses parce que j'en ai vu dans le passé. La route ne cessait de finir. Je lui demande au professionnel, Issa, où sommes-nous? C'est ça que moi-même je suis en train de chercher à savoir. C'est lui qui vous répond? Donc lui-même ne sait pas? Il ne sait pas, il se perd. Dans la ville où il habite, où il travaille, sur son lieu de travail, il se perd. Parce que ça va très vite. Je pense que si nous sommes des personnes de bonne volonté, on devrait sans complexe s'allier et contribuer, encourager, accompagner tout le monde de ses bons voeux au lieu de maudire, au lieu de ronchonner. Parce que ces ronchonnements vont retomber dans la gorge. Mais les gens ont quand même le droit de ronchonner. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout un pan de la psychologie, il y a tout un pan de la psychologie qui voudrait qu'on laisse les personnes parler, mais que ça ne nous intoxique pas. D'accord. Mais ceux qui parlent justement également de l'aspect occulte du marché d'Antopa, M. Zosso, vous en avez entendu parler? Bien sûr. Non seulement j'en ai entendu parler, je crois que je sais ce que c'est que la divinité dans. Mais pour vous, c'est de l'irrationnel. C'est comme ça que vous l'interprétez? Je dirais que... Je ne dis pas que c'est irrationnel. Je dirais que c'est d'une certaine logique qui n'est pas la logique cartésienne. Et je confère à ces choses leur valeur. Mais ce que je dis de plus sérieux, de plus grave, et que je voudrais dire avec plus de force, nous n'avons pas besoin de diaboliser qui nous sommes pour adopter le progrès. Nous n'avons pas besoin de diaboliser ce que nous sommes à l'origine avant de négocier les virages du progrès. Vous pensez que les gens qui adoptent cette position-là diabolisent? Non, non, non. C'est moi qui pourrais courir le risque de les diaboliser. De les diaboliser, et je dis je m'en abstiens. D'accord. Parce que je reconnais ces choses comme étant de moi. Alors je dirais 2 ou 3 choses. La divinité dans est celle de la prospérité. De la richesse. Celle du bonheur, de la richesse. De la richesse, oui. Mais surtout de la grande richesse, celle qui arrive alors qu'on ne s'y attend quasiment pas. Et il y a une formule bien précise dans nos langues pour dire ce que vous avez. C'est exactement la prière chrétienne où on dit « Dieu vous donnera, l'Éternel vous donnera au-delà de votre espérance. » Dans ma langue, on dit « dans le donament », c'est-à-dire il vous comble d'abondance. Voilà, ça vient brutalement et puis c'est beaucoup, quoi. Alors, comme c'est ce que dans est, là, on lui donnera l'occasion de s'épanouir dans sa bonté, dans sa générosité, en implantant sur le même lieu physique, qui ne changeront pas de nom, des activités commerciales d'autre nature, avec quand même une activité marchande ordinaire, résiduelle, qui lui donnera la possibilité d'être ce qu'elle est, cette divinité-là, et de l'être davantage. Et de l'être sans risque d'incendie, sans risque d'inondation, sans risque de maladie et sans mauvaise odeur. On la fera à un endroit avec des infrastructures qui sont compatibles avec l'estuaire, avec l'eau. On va s'abstenir d'imperméabiliser le sol. On va y mettre du beau. On va y mettre des cinémas, on va y mettre des studios, on va y mettre des galeries, on va y mettre des restaurants, on va y mettre ce qu'on doit mettre à un endroit comme celui-là qui sera demain féerique. Alors quand on rêve de façon positive, de façon mais objective, d'un futur meilleur, on est passablement irrité contre les ronchonneurs.
Ceci dit, c'est sans agressivité. D'accord. Vous voulez dire que le fétiche d'un aurait préféré le nouveau projet que le gouvernement est en train de mettre en œuvre plutôt que les salubrités, les déchets dont vous parlez, les eaux usées et tout ça. En fait, quand on vous suit très bien, on suit votre niveau de comparaison, c'est ce que vous voulez dire simplement. Tu veux dire quoi? Vous voulez dire que le fétiche d'un dont on parle aurait préféré... Je suis convaincu qu'il n'est pas sale. Je suis convaincu qu'il n'est pas crotté. Je suis convaincu qu'il n'est pas puant. Je suis convaincu que ce n'est pas de la sueur. Je suis convaincu que c'est de la prospérité, que c'est du beau, c'est du splendide, c'est de la beauté à vous couper le souffle. C'est ça la richesse, c'est ça le bien. C'est pas ce que nous voyons là aujourd'hui. La preuve est que nous y avons même pas nécessité. Et on préfère plutôt y envoyer d'autres. Mais si le fétiche d'un était contre la délocalisation, si on l'avait consulté... Il faut qu'on donne la garantie que c'est bien la divinité de ma culture qu'on est en train de parler. Cette divinité n'est pas méchante, elle est donneuse, elle est généreuse. C'est un épanchement puissant et intarissable de bonté, de don de soi, de service à la communauté. On ne peut pas en faire une chose négative. Non. Et je dis qu'on n'a pas besoin de diaboliser qui nous sommes pour négocier les virages du progrès. On les négocie. Donc pour vous, en fait, M. Sossou, il n'y a rien à faire. Il faut avancer. Très clairement, parce que quand on suit votre logique, les explications techniques, patrimoniales, et puis en même temps occultes... Sauf à me dire, M. Abalos, sauf à me dire qu'il n'y a pas un contenant fixe, territorial, et un contenu qui ne cesse de croître. Sauf à me dire que nous-mêmes, dans nos vies individuelles, on obéit à cette règle-là. Moi, j'ai grandi dans une fratrie de 11 enfants, dans une maison modeste à Porto-Novo. Mais ne vous figurez pas que mes frères et moi, qui sommes aujourd'hui père et grand-père, sommes restés dans la même maison, là où nous avons grandi. On a pris de la distance, on a pris de l'espace. Et c'est ce que tout le monde fait. Et on sait que c'est tout le monde qui le fait. Pourquoi on veut, disons, déroger à cette règle naturelle ou feindre? En fait, c'est de la feintise politique. D'accord. Alors, certains pensent que, plutôt que Calavi, on aurait pu envoyer le marché à Sémé, par exemple. Parce que tous ceux qui viennent, enfin, la majorité de ceux qui viennent à Tokma viennent du Nigeria et ailleurs, et que les infrastructures routières et autres seraient beaucoup plus propices à l'implantation de ce marché à Sémé plutôt qu'à Calavi. Dans le fond, moi, je ne prends pas le risque de prendre la parole en public quand je ne suis pas documenté, je n'ai pas cherché. Alors, ce que je le dirais avec beaucoup de retenue. Vous ne pouvez pas faire un pays, c'est-à-dire le vôtre et celui-ci, en vous disant que vous installez vos infrastructures pour déséquilibrer votre balance commerciale. C'est-à-dire, je facilite l'entrée de marchandises du Nigeria ici. Non, ça ne peut pas être mon mobile. Mon mobile, c'est renforcer mon économie en bois pour l'envoyer dehors. Je vais parler plus loin, sinon je dirais que c'est parce qu'il y a une bande de terre mince qui est prise entre une zone fangieuse et la mer. Et que ce n'est pas là qu'on aura l'espace qu'il nous faut. La zone franche, l'ancienne zone franche, laisse d'espace pour ceux qui connaissent la région. La zone franche, ce n'est pas pour de grands espaces. C'est la zone franche aujourd'hui, ou Sébé-Cité aujourd'hui, c'est un concept. Il peut ne pas être sur les lieux physiques de départ et se retrouver ailleurs. Et ça va être d'ailleurs le cas. Certains pensent aussi, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que le marché d'Antokma est un marché autonome, donc normalement devrait être géré par la municipalité de Cotonou, et en déplaçant justement le marché de Cotonou pour le mettre à Calavi, c'est un manque à gagner pour la municipalité. Et les mêmes personnes reprochent à l'État désormais de reprendre la construction et l'utilisation des marchés. Ce n'est pas le rôle de l'État normalement. Le grand problème, malheureusement, c'est notre appétit effréné et déraisonnable du pouvoir. Comment? Oui, dès lors qu'on donne du pouvoir à une personne, même au plus humble, il en est jaloux. Moi, j'aime laisser faire celui qui peut faire. Moi, j'aime laisser faire celui qui peut faire. Et je n'ai aucune garantie que ce que l'homme arrache aujourd'hui, pour le mettre ailleurs,
que cet ailleurs ne sera pas le lieu où je serai maître. Vous comprenez? Est-ce que vous avez toujours laissé faire? Bien sûr, j'ai toujours laissé faire, oui. Quand on suit votre parcours, vous êtes sûr que vous avez toujours laissé faire? Bien sûr. D'abord, je n'aime pas toujours la force de dire non. Mais j'ai compris depuis quelque temps qu'il vaut mieux se laisser faire. Il vaut mieux laisser faire. Il vaut mieux pas faire de la résistance systématique, surtout quand elle est déraisonnable. Elle est complètement déraisonnable. Vous n'avez jamais résisté, vous? Si, je sais ce contre quoi je résiste, oui. Si ceux qui résistent aussi savent ce contre quoi ils résistent. Ben là, on va devoir traiter de toutes les questions politiques de notre pays en cet après-midi, si vous le voulez bien. Moi, je résiste contre le mal, bien sûr. Je résiste quand le pays est à la dérive, oui. Je ne suis pas un arbre qui porte des fruits en toutes les saisons. Quand le pays devient, voilà, une véritable déchéance, moi, je ne m'associe pas. Je résiste. Pour les opposants, c'est le cas. Pardon? Pour les opposants, c'est le cas. Ils résistent parce qu'ils pensent qu'on va à la dérive. Très bien. Je pense que c'est une dérive de leur besoin psychologique du moment. C'est-à-dire? Ben, écoutez, je pose encore une question. On traite de toutes les questions non, c'est juste une parenthèse rapide. Là, on oublie le marché. Non, bon, enfin, si vous voulez, on va oublier le marché. Vous voulez qu'on mette de côté le marché? Non, c'est-à-dire, j'éprouve le besoin de dire ce qui fait que je... Oui, mais sur le sujet du marché, vous avez dit l'essentiel, sinon que vous avez tout dit. J'espère très clair. Avoir été compris. Donc moi, je profite de votre présence pour aborder rapidement d'autres sujets, M. Zosso. Très bien, un instant. Oui. Il y a 4 ans, un peu plus, nous avons été appelés par le chef de l'État, puis c'est de lui qu'il s'agit. Et nous, qui sommes à la tête de société d'État, il dit, faites du sport professionnel, du sport de haut niveau. De mémoire, il a dit football, handball, basketball, volleyball et athlétisme. Et croyez-moi, ce jour-là, moi je ne savais pas que des infrastructures étaient déjà en construction. Je ne le savais pas. Mais j'ai cru en l'idée. Mais quand moi je suis allé m'installer à Djougou, dans la Donga, pour faire organiser des compétitions locales et faire de la détection, il y avait le deuxième souci de l'aire de jeu, où entraîner les jeunes gens. Que nous avons fait venir ici, c'est toute une péripétie, il n'y a pas eu que cette zone, c'est tout le pays. Le problème principal que nous avions, c'est l'aire de jeu. Où est-ce qu'on s'entraîne? Où est-ce qu'on fait le football? Et bien souvent, quand on trouvait un stade, c'était entre midi et 15 heures, aux heures les plus chaudes de la journée, et nous disposions de la moitié de l'aire de jeu, puisque notre équipe de première division devait s'entraîner sur l'autre moitié. C'était le cas il y a encore 5 ans. Mais aujourd'hui, l'équipe que je préside, à elle toute seule, a un stade omnisport, et nous l'occupons à peine 15% de ses capacités. Aujourd'hui, les infrastructures sont au-delà de l'activité que nous avons dans les communautés. Les infrastructures sont au-delà, c'est-à-dire il n'y a plus d'infrastructures que nous ne parvenons à leur donner des contenus adéquats. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça? Vous savez quel problème c'est? Cher ami M. Avalo, c'est comme si vous arrivez dans un magasin où on fait de la brasserie, on produit du bière ou du chapalo, et vous voyez beaucoup de casiers de bière vides. Et vous voyez qu'on est en train de... Il y a une chaudière et qu'on est en train de préparer de la bière. Vous comprenez qu'on fait d'abord les contenants avant de faire le contenu. On fait d'abord, on met les bouteilles en place, on met les casiers en place, et on brasse la bière, et puis on embouteille. Est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse la bière et qu'on dise maintenant où est-ce qu'on trouve la bouteille, où est-ce qu'on trouve les étiquettes, où est-ce qu'on trouve les bouchons? Non. Donc faire les infrastructures, c'est pour dynamiser l'activité. C'est l'activité qui doit rattraper les infrastructures. C'est-à-dire, on fait la route, et la route rassure l'agriculteur qui produit beaucoup pour utiliser la route avec les bâchers qu'il transporte. On ne dit pas produire beaucoup, que ça pourrisse sur place, et après on fera la route. Donc c'est le bon ordre des choses. Et bien souvent, c'est le bon ordre des choses qui dérange.
D'accord, M. Dossou, je vous avais dit que nous aborderons, puisque nous avons fini avec le marché, vous avez parlé des classes des sociétés sportives, que nous allons aborder avec votre permission un sujet de l'actualité, notamment la crise avec le Niger. Vous avez suivi avec nous, avec tout le monde, la médiation des deux anciens chefs d'État, notamment le président Nicéphore Dieudoné et le président Boniaï. Quel espoir avez-vous, vous, en tant qu'acteur politique, en tant que Béninois, sur l'issue de cette médiation? J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Le commentaire, c'est que il est juste inimaginable que cet état de choses dure. Et quel est cet état de choses? On va l'appeler d'un seul nom. Un état de choses de frontières unidirectionnelles. Un état de choses, frontières unidirectionnelles. C'est-à-dire, vous avez votre champ de cultivateur là. Oui. Moi, j'ai mon champ de cultivateur ici. On est mitoyen. Vous êtes autorisé à traverser mon champ pour aller, mettons, au dispensaire, qui est derrière mon champ à moi. Mais moi, mes enfants ne sont pas autorisés à traverser votre champ à vous pour aller à l'école qui se trouve derrière votre champ à vous. Ça s'appelle, je le dirais une troisième fois, une frontière unidirectionnelle. Cela ne saurait durer. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'espoir. Oui, d'accord, mais c'est la faute à qui si c'est arrivé? Oh, on va en traiter en profondeur. Oui, allez-y, nous avons encore 5 minutes. En 5 minutes, on peut traiter. Non, parce que si vous pensez de l'escamoter. Si vous pensez que embarras, vous dites vous-même qu'il y a une médiation qui nous donne beaucoup d'espérance. Mais en même temps, vous condamnez les médiateurs qui auraient pris parti. Vous l'avez fait, M. Dossou, absolument. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dossou. Vous avez dit que les médiateurs ont condamné une partie. Et donc, cela suppose. C'est pas vrai. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Mais quel est le commentaire que vous faites par rapport à ça? En fait, c'est la question. Parce que comme vous dites. Oui. Allez-y, vous trouvez que? Non, je trouve qu'ils sont très crédibles. Ils sont d'une crédibilité surabondante qui le serait davantage si c'était absolu de condamner une des parties. On sait tout. Donc en fait, vous n'avez pas d'espoir. Vous pensez que ça pourrait durer cette situation-là? Excusez-moi. Oui. C'est pas à proprement parler avec le Niger que moi je l'ai vécu, avec le Togo. Moi, j'ai travaillé dans la Takora, pas pour longtemps, hein. J'ai fait le service militaire à Djougou, et je connais un peu cette zone-là. Il y avait des paysans qui avaient leur maison, leur hameau, leur case, où ils dorment. Au Bénin, il y avait leur champ au Togo. Et inversement. C'est la même langue exactement qu'on parle, des deux côtés de la frontière. On passe la frontière sans le savoir. C'est certainement pareil. Sur la frontière entre le Niger et le Bénin, pas seulement au niveau du Niger et du Bénin, mais aussi entre le Niger et le Nigeria. Ce n'est pas possible, il n'y a pas d'étanchéité possible. Non. C'est pour cela que ça va se régler. Ça va se régler. Mais à l'époque, il n'y avait pas un problème de base militaire ou d'insécurité aux frontières. Pourquoi vous parlez de base militaire? Parce que c'est ce qui se dit. C'est ça qui justifie mais vous justement. Parlez de ce qui se dit ou de ce qui est? Non, je vous rapporte ce qui se dit. Et vous, parce que justement, le Niger justifie la fermeture de ses frontières par des raisons sécuritaire. Donc le cas de Togo que vous avez pris... Monsieur Abalou, nous sommes béninois, nous ne sommes pas interdits de nous déplacer. On peut aller à Kandi, on peut aller partout à l'intérieur du Bénin, n'est-ce pas? Vous et moi. Avez-vous vu ou parlé avec une personne juste crédible qui vous a dit qu'il y a une base militaire? Une base militaire, c'est quoi? C'est une chose énorme. C'est un quartier entier, barricadé de toutes parts, parfois avec des quais pour faire accoster le navire. Ouais. Au moins des pistes d'atterrissage pour que les avions apportent les vivres, apportent les armes et alimentent. Non. Les amis, n'entrons pas dans la fiction. C'est bon. Si on a besoin de dire à ses concitoyens qu'il y a une base militaire pour justifier certaines manœuvres, c'est dit, et je pense que les gens pensent. Une base militaire ne se cache pas. Et si vous allez la placer au fin fond du désert, vous l'exposez davantage aux satellites, vous serez encore vu.
Vous savez très bien qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Aucun Béninois n'en a vu. Et personne ne parle de base militaire au Bénin. Il n'y a pas de base militaire au Bénin. Il y a de la coopération militaire comme il y en a entre tous les pays là. Vous savez bien que ça, c'est un mensonge d'État. D'accord. Donc on retiendra sur ce sujet, M. Zossou, que vous gardez toujours espoir, que les barrières seront levées, que le Niger et le Bénin vont retrouver leur état d'esprit d'antan. C'est déjà l'essentiel, c'est ce que moi je retiens et je crois que c'est ce que les téléspectateurs et auditeurs retiennent de votre position sur le sujet. Monsieur Zossou, nous avons fini cet entretien. Je vous laisse le soin de le conclure. Je vous remercie de la visite. Merci beaucoup d'être venu. Sur le Marseille Tantokpa, il ne sera pas rasé. Il sera fait ce qu'on doit faire. Il sera délocalisé. Il sera délocalisé, il sera, je dirais, décongestionné et puis il sera embelli au-delà de ce que vous pourriez penser aujourd'hui. Donc que ceux qui se taisent, c'est fini. Pas qu'ils se taisent. Pas qu'ils se taisent, qu'ils se calment. Qu'ils se calment. Voilà. Ça sera fait. Voilà, ça va être fait. Pour ce qui est du dernier sujet que vous avez convoqué au débat, le Niger, ça va s'arranger en douceur. Ça va s'arranger. On n'est pas allé en profondeur, mais ça va s'arranger. Je peux, avec beaucoup de respect, dire, si vous nourrissez l'intention d'être médiateur dans un conflit, ne prenez pas partir pour une des parties. Là, vous serez des médiateurs honorables, dignes et efficaces. Je me permets de le dire, avec beaucoup de respect. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Zossou. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Loterie nationale du Bénin, acteur politique. Vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de nous recevoir dans vos locaux pour parler un peu de quelques sujets d'actualité, notamment la délocalisation du marché d'Antokpa et la crise entre le Bénin et le Niger. J'espère que chaque fois que nous aurons besoin de vous, vous répondrez présent, M. Zossou. Faites-en la promesse à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous dites que je cours? Non, c'était une question pour planter le décor. D'accord. Bien sûr. Oui. D'accord. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. Pour le moment, je vous souhaite un très bon appétit. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci.